tous. On va parler un peu de science aujourd'hui et dans cette vidéo je vais vous expliquer le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire. Alors pas d'inquiétude, même si vous n'avez aucune connaissance en physique, cette vidéo est faite pour vous et j'espère dans des termes accessibles vous expliquer des concepts comme la radioactivité, la fission nucléaire, ce qui se passe dans un réacteur, comment cette énergie est récupérée. On essaiera aussi de comprendre ce qui est arrivé dans des catastrophes comme Tchernobyl ou Fukushima plus récemment. Et j'espère avec cette vidéo vous faire à la fois réaliser cette merveille technologique qu'est l'ingénierie nucléaire, mais aussi vous faire comprendre les enjeux ou les risques associés à la production d'énergie à partir du nucléaire et à la gestion des déchets qui en résultent. Alors installez-vous confortablement. Je vais vous montrer quelques schémas, quelques photos, mais vous pouvez aussi bien fermer les yeux. On va prendre les idées et les concepts tranquillement les uns après les autres. Et j'espère que ce moment sera à la fois pour vous instructif et agréable. Pour commencer, et avant de nous aventurer dans un réacteur nucléaire, parlons un peu de ce qu'est un atome et de ses propriétés. Vous le savez sans doute, un atome c'est une petite brique de matière avec un noyau composé de deux types de particules, des protons qui ont une charge électrique positive et des neutrons qui sont des particules sans charge électrique. Et autour de ce noyau, à une distance proportionnellement très grande, puisqu'un atome est composé à plus de 99% de vide, il y a des électrons qui eux ont une charge électrique négative qui tournent autour du noyau. C'est la quantité de protons et d'électrons qui détermine à quel élément appartient un atome. S'il y a un seul proton et un seul électron, ce sera un atome d'hydrogène. S'il y en a deux, un atome d'hélium, et ainsi de suite. Il existe en tout environ une centaine d'éléments différents qui nous sont connus, et chacun d'entre eux comprend un nombre différent, ce qu'on appelle le numéro atomique de protons et d'électrons. Ces atomes d'ailleurs peuvent se combiner entre eux pour former des molécules. Une molécule d'eau, par exemple, ce sont deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène qui se sont combinés. Dans une précédente vidéo sur le Soleil, j'expliquais comment au cœur d'une étoile, dans des conditions de température et de pression extrêmes, les atomes pouvaient parfois fusionner pour donner naissance à de nouveaux atomes. Par exemple, deux atomes d'hydrogène peuvent fusionner pour donner naissance à un atome d'hélium. Mais parfois, certains atomes, notamment s'ils ont une masse importante, beaucoup de protons, beaucoup de neutrons et d'électrons, peuvent se scinder, peuvent fissionner en deux nouveaux atomes. Et cette fission du noyau de l'atome, cette fission nucléaire, est celle qui nous intéresse parce qu'elle dégage
une grande quantité de rayonnement, de chaleur, qui peut aussi bien servir à fabriquer des armes nucléaires, ou fabriquer de l'électricité en provoquant et en contrôlant cette réaction. Je vous disais auparavant que le nombre de protons dans un noyau et d'électrons autour déterminait l'élément d'un atome. Mais il y a aussi dans un noyau un certain nombre de neutrons, ces autres particules qui ne sont pas chargées électriquement. Et il arrive parfois que deux atomes ayant le même nombre de protons, qui relèvent donc du même élément, aient un nombre différent de neutrons, ce qui leur donne des propriétés et une stabilité différentes. Par exemple, dans le cas de l'uranium, qui va nous intéresser puisque c'est le principal combustible utilisé dans les réacteurs nucléaires, il existe des atomes d'uranium avec toujours 92 protons et électrons, mais un nombre de neutrons qui peut varier. Et ces différentes versions d'un même élément, c'est ce qu'on appelle des isotopes. Et ça nous intéresse dans le cadre de l'énergie nucléaire et de la radioactivité, parce que certains de ces isotopes, à cause du nombre de neutrons qu'ils comportent dans leur noyau, sont instables et ont tendance à fissionner. Ce qu'on appelle la radioactivité, qui est un phénomène physique qui existe dans la nature avant d'avoir été mesuré et utilisé par l'homme, c'est ce mécanisme par lequel certains atomes, à cause de ce nombre de neutrons qui les rend instables, vont se détruire, se scinder en deux autres atomes, libérant au passage de l'énergie et une petite partie de leur matière. Ce qu'on appelle la radioactivité, ce sont l'émission des ondes créées par cette fission, et comme je vous l'indiquais, en petite quantité, il existe des éléments naturellement radioactifs dans la nature, et pour prendre un exemple, on peut parler du carbone. Tous les atomes de carbone ont 6 protons dans leur noyau. C'est l'élément de numéro atomique 6 dans la table des éléments. Quand un atome de carbone a 6 ou 7 neutrons, il est stable, il n'a pas tendance à fissionner, et le type de carbone le plus courant dans la nature autour de nous, sur Terre, c'est le carbone qui a 6 neutrons. On l'appelle le carbone 12, 6 protons plus 6 neutrons. Mais il existe aussi un carbone 13 qui a 7 neutrons, qui est stable, lui également, et un carbone 14 qui a 8 neutrons et qui lui est instable, donc radioactif. Et cette radioactivité, vous en avez sans doute déjà entendu parler, est utilisée pour faire des datations, parce qu'on sait à quelle vitesse le carbone 14 se désintègre dans tous les objets où il est présent. Il faut un peu moins de 6000 ans pour que la quantité de carbone 14 dans un objet soit divisée par 2. Et donc en mesurant cette quantité de carbone 14, on peut estimer l'ancienneté approximativement d'un reste archéologique. Il existe aussi des isotopes qui se désintègrent beaucoup plus vite. Dans le cas du carbone,
Il y a par exemple le carbone 11 qui a 5 neutrons et qui lui est divisé par 2 seulement en 20 minutes. C'est un isotope qui sert notamment en médecine, en imagerie médicale. Alors la radioactivité, qui a été découverte à la fin du XIXe siècle, c'est un rayonnement, une libération d'énergie qui est provoquée par la désintégration de ces atomes instables, de ces isotopes instables, et elle libère de l'énergie parce que la fission d'un atome laisse s'échapper quelques particules. On verra par la suite que ceci peut être à la base de ce qu'on appelle la réaction en chaîne, et aussi elle libère énormément d'énergie. La radioactivité souvent est synonyme de danger pour nous. Tout est question de dose, d'exposition. La radioactivité naturelle est à des niveaux qui ne menacent pas nos tissus, mais les sources de radioactivité produites par les activités humaines dans les laboratoires, en cas d'accident dans des centrales nucléaires ou en cas d'explosion atomique, sont à des niveaux qui sont insupportables pour l'être humain et la plupart des formes vivantes, parce qu'elles affectent les tissus. Et à court terme, avec ce qu'on appelle le syndrome d'irradiation aiguë, qui provoque un ensemble de malfonctions dans l'organisme dans les jours ou les semaines qui suivent une irradiation, ou à long terme, à travers l'effet sur le développement des cellules et l'apparition de cancers, la radioactivité peut avoir des effets très nocifs sur l'être humain. Et c'est évidemment le principal risque, le principal danger qui apparaît avec l'exploitation de l'énergie de la fission nucléaire. Alors avant de parler du fonctionnement d'un réacteur proprement dit, intéressons-nous un peu au carburant qu'on utilise dans ce réacteur pour provoquer la fission nucléaire et récupérer l'énergie qui va en être libérée. Vous le savez sans doute, le carburant le plus communément utilisé, c'est de l'uranium. Les autres, comme par exemple le plutonium, peuvent également en servir, mais l'uranium a l'avantage d'être plus présent dans la croûte terrestre, et comme dans l'exemple donné pour le carbone, il existe différents types d'isotopes de l'uranium. Tous les atomes d'uranium ont 92 protons, mais le nombre de neutrons peut varier. L'uranium le plus commun qu'on trouve dans la nature, c'est de l'uranium 238, c'est-à-dire avec 92 protons et 146 neutrons, qui est une forme stable de l'atome d'uranium. Mais il existe une forme moins stable, l'uranium 235, avec seulement 143 neutrons, qui est lui aussi présent en toute petite quantité, moins de 1% de l'uranium sur Terre, et qui peut servir de carburant parce que lui est instable et susceptible de fissionner. Alors quand on récupère l'uranium dans la nature, dans des mines, il est composé essentiellement d'uranium 238, stable, non radioactif, et pour une toute petite part d'uranium radioactif, l'uranium 235, qui lui va être intéressant pour ses propriétés, sa capacité à fissionner et à provoquer une réaction en chaîne. Ce qu'on appelle une réaction en chaîne, c'est tout simplement le fait que quand un atome fissionne,
il libère une grande quantité d'énergie, comme indiqué auparavant, mais il libère également quelques neutrons qui ne sont pas absorbés ou réutilisés dans la formation des nouveaux atomes issus de cette fission. Et ces neutrons qui sont propulsés en dehors de l'atome sont disponibles pour venir s'agréger sur un autre atome, le rendre à son tour instable et entraîner une autre fission. Et ainsi de suite, dans une réaction qui peut extrêmement rapidement s'amplifier. C'est pour ça qu'on l'appelle la réaction en chaîne, en entraînant sans cesse plus de fission d'atomes jusqu'à ce que la matière disponible pour fissionner soit entièrement épuisée. Dans une bombe atomique, le principe, c'est de provoquer très rapidement, très brutalement, la fission d'une grande quantité d'uranium ou d'autres atomes qui peuvent fissionner, comme le plutonium, pour provoquer une libération d'énergie immédiate, presque instantanée et considérable, qui donne sa puissance destructrice à une bombe atomique. Mais dans le cadre de l'exploitation pour récupérer cette énergie, tout le principe, tout l'enjeu va être de contrôler cette réaction en chaîne et de la faire se dérouler dans le temps, de maintenir la stabilité de cette réaction pour pouvoir exploiter l'énergie qui va être libérée. Et pour ça, il faut déjà qu'on utilise un carburant correctement dosé, c'est-à-dire avec une proportion d'atomes fissiles suffisamment élevée, mais pas trop, pour être utilisable dans une centrale. Il y a différentes filières, différents types de réacteurs. J'entrerai pas aussi loin dans les détails, mais généralement, le carburant utilisé contient 3 à 5% d'uranium-235, c'est-à-dire 4 ou 5 fois plus que sa concentration naturelle, et on obtient cet uranium qu'on appelle enrichi par un certain nombre de processus physiques ou chimiques d'enrichissement de l'uranium, c'est-à-dire d'augmentation de la part d'uranium fissile dans le minerai d'uranium. Dans les armes nucléaires, on utilise un uranium beaucoup plus enrichi, parfois jusqu'à 80% d'uranium fissile, et les concentrations d'uranium fissile utilisées dans les réacteurs nucléaires seraient beaucoup trop faibles pour provoquer une explosion nucléaire. On le verra plus tard, mais autant il y a certains risques associés avec l'exploitation civile du nucléaire, autant la possibilité d'une explosion nucléaire comme une bombe atomique dans une centrale nucléaire est physiquement impossible parce qu'il n'y a pas du tout la concentration suffisante d'uranium fissile dans un réacteur pour provoquer une explosion comparable à celle d'une bombe atomique. Tout ceci étant posé, on va un peu s'intéresser au fonctionnement d'un réacteur nucléaire maintenant. Les réacteurs nucléaires ne sont pas seulement présents dans des centrales nucléaires, ils peuvent aussi servir à propulser des porte-avions, des sous-marins, et donc on les trouve dans des applications militaires également. Mais la plupart d'entre eux, dans le monde, servent à la production d'énergie civile, et en particulier dans les pays comme la France, qui ont développé une filière nucléaire importante, puisque en France, la production d'électricité, pour plus des 2/3, provient de centrales nucléaires. Un réacteur, c'est donc l'endroit dans lequel on va organiser la réaction en chaîne, la fission des atomes. On va également la contrôler pour récupérer l'énergie
qui va être libéré. Et le cœur d'un réacteur, ça se présente sous la forme d'une cuve métallique qui fait généralement des dimensions assez imposantes, plus de 10 mètres de haut. Une cuve en acier spécial, traitée pour résister à la corrosion et extrêmement épaisse, à l'intérieur de laquelle on va trouver du carburant. On va introduire de l'uranium enrichi, le plus souvent, qui va servir à la réaction. On va trouver des instruments de contrôle de cette réaction, des barres de contrôle dont on va parler dans un instant, et autour de tout ça, pour récupérer l'énergie libérée, on va trouver un fluide. Le plus communément, c'est tout simplement de l'eau pour récupérer l'énergie libérée par la réaction nucléaire. Il existe plusieurs types de réacteurs, plusieurs filières, et notamment une des différences, au-delà des conceptions, de la forme, de l'ingénierie des réacteurs, c'est le fluide qui est utilisé pour récupérer l'énergie, le fluide qu'on appelle caloporteur, qui transporte la chaleur, qui est donc, comme je vous le disais, le plus souvent de l'eau, mais qui peut être aussi du métal liquide, du sodium par exemple, dans certaines filières de réacteurs. L'avantage de l'eau, c'est qu'elle est à la fois capable de transporter la chaleur de la cuve du réacteur vers l'extérieur, elle est au contact avec les matières qui vont fissionner et elle va récupérer l'énergie transmise, la chaleur transmise par cette réaction, et elle joue en même temps le rôle de ce qu'on appelle le modérateur de la réaction nucléaire. Le modérateur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne veut pas dire qui limite, mais plutôt qui amplifie ou qui gère la réaction nucléaire. Parce que cette réaction en chaîne, comme je vous l'indiquais auparavant, est provoquée par la libération de neutrons quand un atome se scinde en deux, quand il fissionne. Et une des propriétés de l'eau, c'est de ralentir ces neutrons, ce qui a un effet très bénéfique pour la réaction en chaîne, puisque ça facilite leur capture par d'autres atomes, et donc la présence d'eau peut amplifier la réaction nucléaire et permettre de gérer la réaction en chaîne. Le carburant qu'on introduit dans la cuve du réacteur se présente sous forme de crayons. Ce sont de longs tubes dans lesquels on a placé des pastilles d'uranium, et ces tubes sont entourés d'un métal capable de chauffer très fortement et de résister à la température, du zirconium. Et c'est avec ces barres, ces crayons de combustible, que le fluide caloporteur, l'eau, est mis en contact. On trouve aussi dans le réacteur des barres de contrôle qui sont des barres métalliques destinées à contrôler la réaction en chaîne. Pourquoi et comment ça marche ? Parce que vous comprenez que la réaction en chaîne ne peut avoir lieu que quand des fissions d'atomes libèrent des neutrons qui s'échappent et deviennent disponibles pour s'agréger à un autre atome et entraîner à nouveau sa fission. Donc si on introduit dans le réacteur une matière qui absorbe fortement les neutrons, on peut brutalement stopper cette réaction en chaîne ou la limiter, et c'est à ça que servent ces barres de contrôle, à la fois à piloter la réaction en chaîne, à maintenir constamment son niveau d'activité, et en même temps
tendance à brutalement stopper cette réaction, à éteindre le réacteur en enfonçant brutalement les barres profondément dans la cuve pour absorber tous les neutrons disponibles et stopper définitivement la réaction en chaîne. Pour autant, le pilotage du réacteur est quelque chose d'extrêmement complexe et qui fait appel à une grande connaissance de la physique nucléaire. Parce que quand les atomes d'uranium fissionnent, ils donnent naissance à de nouveaux atomes qui eux-mêmes vont continuer à interagir dans cette réaction à l'intérieur du réacteur. Un atome d'uranium qui fissionne, il a 92 protons, et donc s'il se sépare en deux, il peut donner naissance à différents types d'atomes qui eux-mêmes sont instables parfois et susceptibles de fissionner à leur tour. Par exemple, un des sous-produits les plus courants de la fission de l'uranium, c'est de l'iode qui lui-même, au bout de quelques heures, peut se dégrader par une fission supplémentaire en xénon. Et ces nouveaux éléments présents dans le réacteur participent également à la réaction en chaîne. Selon leur nature, ils ont plus ou moins de capacité à absorber des neutrons et cette complexité peut être à la base d'accidents ou de pertes de contrôle d'un réacteur si elle n'est pas suffisamment connue et contrôlée. Notamment un des risques bien connus des exploitants de centrales nucléaires, c'est ce qu'on appelle l'empoisonnement au xénon du réacteur. Qu'est-ce que c'est ? C'est que le xénon est un des sous-produits de cette fission de l'uranium et au bout de quelques heures, il peut s'accumuler en quantité importante dans un réacteur. Normalement, le fonctionnement de la réaction en chaîne à l'intérieur du réacteur va à nouveau dégrader ce xénon et maintenir sa présence, la quantité disponible dans le réacteur à un niveau stable, ce qui est important parce que le xénon est un piège pour les neutrons. Il absorbe énormément de neutrons et donc c'est un facteur ralentisseur de la réaction en chaîne. En absorbant ces neutrons, le xénon se dégrade à son tour et disparaît, mais si par exemple on fait baisser l'intensité de la réaction nucléaire dans le réacteur, le xénon peut s'accumuler puisqu'il n'a plus suffisamment de neutrons à absorber et ce mécanisme d'accumulation du xénon peut être très dangereux, provoquer ce qu'on appelle donc l'empoisonnement du réacteur, parce que quand on va essayer de faire remonter à nouveau la puissance du réacteur en retirant par exemple les barres de contrôle qui limitent la réaction en chaîne, le xénon va absorber tous les neutrons disponibles et entraîner une chute de puissance très rapide. Mais une fois résorbé, le xénon ne va plus jouer ce rôle de réducteur de la réaction en chaîne, et si les opérateurs n'ont pas exactement compris pourquoi la puissance du réacteur avait chuté aussi fortement, entraîné après sa disparition une accélération considérable de la réaction qui peut entraîner la perte de contrôle du réacteur. C'est un des mécanismes qui a conduit à la catastrophe de Tchernobyl dans les années 80. Dans la centrale de Tchernobyl, en Ukraine, les opérateurs ont voulu faire un test sur le réacteur et ont baissé la puissance du réacteur temporairement, entraînant donc une accumulation de xénon qui n'était plus résorbée parce que la quantité de neutrons disponibles avait chuté, et ne comprenant pas ce qui se passait avec cet empoisonnement, voyant que
la puissance du réacteur chutait, pour maintenir l'intensité de la réaction en chaîne, ils ont enlevé les barres de contrôle et brutalement, la disparition du xénon dans le réacteur, qui a absorbé tous les neutrons supplémentaires, a permis de rendre disponibles les nouveaux neutrons pour la réaction en chaîne, et l'intensité de la réaction nucléaire a augmenté de façon démesurée, très au-delà de ce que l'installation pouvait supporter. Et quand les opérateurs ont voulu reprendre le contrôle, provoquer l'arrêt du réacteur en réintroduisant les barres de contrôle au maximum dans la cuve, elles s'étaient déformées à cause de la chaleur dégagée. Le mécanisme pour les enfoncer dans la cuve ne pouvait plus fonctionner et le contrôle du réacteur a été définitivement perdu. La chaleur dégagée par ce réacteur était telle que l'eau qui servait à récupérer l'énergie a subi ce qu'on appelle une radiolyse. L'hydrogène s'est séparé et s'est accumulé dans le haut de l'installation, et cet hydrogène a explosé. Donc il y a eu une explosion à Tchernobyl, mais pas une explosion atomique, une explosion chimique, classique entre guillemets, mais cette explosion a éventré le bâtiment où était installé le réacteur. La dalle qui recouvrait le bâtiment est tombée sur le réacteur et l'a éventré, entraînant l'ouverture du réacteur, de la cuve du réacteur sur l'extérieur. Et la catastrophe a eu des conséquences absolument dramatiques sur le plan écologique, sanitaire, humain. D'une part parce que autour du réacteur, il n'y avait pas ce qu'on appelle une enceinte de confinement, qui est une enceinte de béton qu'on trouve dans quasiment toutes les centrales en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord, qui permet justement de retenir toute retombée issue d'une explosion du réacteur de cette nature. Et en plus, le modérateur utilisé dans le modèle de centrale qui avait été construit à Tchernobyl, qui était très courant en Russie, n'était pas de l'eau, comme dans l'exemple que je vous donnais précédemment, mais du graphite. Le graphite, c'est une forme de carbone, c'est ce qui sert dans les mines des crayons à papier, mais c'est aussi un élément qui a la propriété de ralentir les neutrons et donc de jouer ce rôle de modérateur, sauf qu'il est inflammable à une température très élevée et avec ce dégagement d'énergie qui venait de la cuve du réacteur, le graphite s'est enflammé et un incendie qui a duré plusieurs jours a laissé s'échapper de cette centrale sans enceinte de confinement des quantités absolument considérables de matière radioactive provenant de la cuve du réacteur. C'est cette combinaison d'erreurs, à la fois de conception et d'utilisation du réacteur, de ce manque aussi de mesures de sécurité qui ont été à l'origine de la catastrophe de Tchernobyl. Une catastrophe strictement identique ne pourrait pas se produire dans les centrales nord-américaines ou européennes, notamment parce que le modérateur utilisé n'est pas du graphite, mais de l'eau. L'eau joue à la fois le rôle de modérateur et de fluide caloporteur pour extraire de la cuve la chaleur qui a été produite. Mais à certains égards, ce qui s'est passé à Tchernobyl illustre bien le scénario catastrophe dans l'exploitation d'une centrale nucléaire. Parce que, avec la perte de contrôle du réacteur, l'ensemble des matériaux qui étaient contenus dans la cuve, les crayons de combustible, les barres de contrôle,
le matériau de la cuve elle-même ont fondu et s'est formé ce que les spécialistes appellent le corium à la place de la cuve du réacteur. Le corium, c'est une sorte de néologisme qui vient de l'anglais core, le cœur, et qui désigne cette matière en fusion issue de la perte de contrôle d'un réacteur nucléaire et le grand problème de sécurité posé par la fusion d'un réacteur nucléaire, c'est que ce corium est d'une chaleur absolument gigantesque. Il se forme aux alentours de 3000 degrés. Il est très hautement radioactif et surtout, il n'existe quasiment pas de matériaux suffisamment résistants pour arrêter ce corium. Et donc des tonnes, des dizaines de tonnes de matériel en fusion, très radioactif, et qui ne peut pas s'éteindre rapidement, parce qu'il est formé de matériaux fissiles, en grande partie, qui entretiennent la réaction, peut se mettre à tomber, à éventrer les installations en dessous de la cuve du réacteur, s'enfoncer dans le sol et devenir absolument incontrôlable. Un des grands risques qui suivait la catastrophe de Tchernobyl, c'est que pour essayer d'éteindre l'incendie dans le réacteur, les pompiers avaient arrosé la cuve avec de l'eau, ce qui était assez vain, puisqu'on ne peut pas éteindre un incendie de cette nature avec de l'eau, simplement. Ça n'est pas comme de la lave qui sort d'un volcan et qui peut se refroidir au contact de l'air ou plus rapidement avec de l'eau. Le corium et ces matières en fusion contiennent les éléments nécessaires à l'entretien de la réaction nucléaire, et donc elles produisent leur propre chaleur, donc l'eau ne les éteint pas. Et suite à cette tentative d'extinction de l'incendie, de l'eau s'était accumulée dans les installations en dessous du réacteur, et si le corium était entré en contact avec cette nappe d'eau qui s'était formée, il aurait pu y avoir une très forte explosion qui aurait projeté des matériaux radioactifs à une grande distance, entraînant pour le coup une catastrophe encore pire que celle qui a eu lieu. Heureusement, les installations ont pu être asséchées et un désastre encore pire a pu être évité. Un des axes sur lesquels travaillent les concepteurs de centrales nucléaires dans les nouvelles générations d'installations, c'est justement d'y ajouter des systèmes, des installations qui permettent de recueillir, de gérer la chute du réacteur en fusion si une catastrophe devait intervenir pour garder le contrôle du corium. Des fusions de réacteurs nucléaires, il y en a heureusement rarement, mais ça n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il y a eu, à la fin des années 70, un autre exemple de fusion partielle d'un cœur de réacteur aux États-Unis, dans une centrale qui s'appelle 3 Miles Island, et elle a par la suite dû être condamnée. Il y en a eu aussi en France, dans des proportions heureusement bien moindres, mais en 1969 et en 1980, à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, sur la Loire, il y a eu une fusion partielle de cœurs de réacteurs. En 1969, une cinquantaine de kilos de combustible a fondu, et en 1980, également une vingtaine de kilos, qui a rendu le réacteur inutilisable pendant plus de 3 ans. Les cœurs de réacteurs ont également fondu dans plusieurs réacteurs lors de la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011, à la suite d'un tsunami, même si les systèmes d'arrêt d'urgence du réacteur ont fonctionné. Le problème, c'est que après l'arrêt d'un réacteur, il faut continuer à le refroidir
puisque même si la réaction en chaîne n'a plus lieu, l'émission de chaleur continue d'être extrêmement forte, les sous-produits de la fission continuent de se dégrader pendant plusieurs heures et même plusieurs jours après l'arrêt du réacteur, et donc l'émission de chaleur continue d'être très forte. Le problème qui a eu lieu dans les réacteurs à Fukushima, c'est que le système de refroidissement ne fonctionnait plus. Les générateurs qui devaient assurer ce système, qui fonctionnait au diesel, ont été endommagés par le tsunami qui a suivi un tremblement de terre, et incapables de refroidir les réacteurs, les opérateurs en ont perdu le contrôle. Donc là aussi, la cuve du réacteur a fondu et ces réacteurs sont désormais condamnés. Ils ne pourront plus jamais resservir. Alors cette énergie qui a été produite par la fission dans la cuve du réacteur est donc transportée par l'eau ou un autre fluide vers soit des turbines qu'elle va faire fonctionner. C'est le cas directement dans une filière de réacteurs qu'on appelle les réacteurs à eau bouillante, dans lesquels c'est l'eau directement en contact avec le combustible et dans la cuve qui fait tourner des turbines qui, elles, vont produire de l'électricité, puisque l'eau s'évapore et cette vapeur sous très forte pression peut actionner des turbines. Ou alors, dans le cadre des réacteurs qu'on appelle à eau pressurisée, ce sont des réacteurs dans lesquels l'eau est empêchée de bouillir en lui appliquant une très forte pression, et cette eau qui est dans ce qu'on appelle un circuit primaire passe dans des tubes où elle chauffe l'eau d'un circuit dit secondaire qui se transforme en vapeur pour actionner des turbines. Vous avez sans doute en tête ces images de grandes tours avec des panaches blancs qui accompagnent souvent les centrales nucléaires, pas toujours. Ce sont des tours de refroidissement et ce qui en sort c'est de la vapeur tout simplement, puisque pour refroidir l'installation, pour recondenser cette eau qui s'est transformée en vapeur, qui est passée dans des turbines, il faut constamment refroidir l'installation, et donc il faut à côté d'une centrale nucléaire l'accès à de l'eau. C'est pour ça qu'elles sont toujours près des rivières, des fleuves, et que si le débit d'eau n'est pas suffisant, on y ajoute ces tours de refroidissement qui permettent, par un contact avec une grande quantité d'air, d'évacuer la chaleur de l'installation. Mais il existe enfin une dernière partie majeure de la centrale qui est les installations de stockage du combustible avant son utilisation et surtout après son utilisation et sa sortie du réacteur. Parce que quand le combustible est retiré du réacteur, une fois qu'il a été suffisamment appauvri, ce qui peut prendre relativement longtemps, un crayon de combustible peut servir pendant plusieurs mois avant d'être épuisé et de devoir être enlevé du réacteur. Il faut entreposer ces matières qui sont donc très hautement radioactives et qui vont continuer à émettre de la chaleur, pas seulement pendant des heures ou des jours, mais pendant des années. Et pour stocker ces combustibles usagés, avant de les envoyer vers des centres où ils seront retraités, ou avant de les stocker dans des installations prévues à cet effet, il faut les garder sur place dans la centrale pendant généralement plusieurs années, en contrôlant aussi bien la radioactivité qu'ils émettent que la chaleur très importante qu'ils continuent à dégager et à entretenir.
les stocker, on a construit ce qu'on appelle des piscines de stockage dans lesquelles ces combustibles usagés vont rester immergés pendant plusieurs années, parfois, jusqu'à ce que leur refroidissement soit suffisant pour permettre leur transport vers un autre lieu. Et la gestion de ces piscines dans lesquelles on utilise de l'eau, parce que l'eau, d'une part, permet de faciliter le refroidissement et d'autre part, protège contre les dégagements radioactifs. Elle absorbe les neutrons, elle fournit une sorte de blindage, de protection pour les opérateurs de la centrale, et cette eau doit être constamment refroidie elle-même, sinon elle s'évaporerait, les assemblages d'anciens combustibles se retrouveraient exposés à l'air, et si ça arrivait, les gaines métalliques dans lesquelles ils sont conservés fondraient, il y aurait un incendie et très rapidement des dégagements de matière radioactive extrêmement importants. Donc même plusieurs années après avoir servi, la gestion du combustible reste un enjeu considérable dans toute centrale nucléaire et là encore un risque potentiel. C'est notamment ce risque qui a été mis en valeur, si on peut dire, par la catastrophe de Fukushima. Puisque plus que les réacteurs, le problème à Fukushima, c'était que le contrôle des piscines a été temporairement perdu. Elles ont commencé à s'évaporer et, semble-t-il, certains assemblages de combustibles usagés ont été temporairement sortis de l'eau avec tous les risques d'émission de matière radioactive que ça peut comporter. Alors évidemment les accidents dans les centrales nucléaires, que ce soit au niveau des réacteurs ou des piscines de combustible, restent heureusement très rares, exceptionnels, toujours liés à la fois à une conjonction d'événements improbables et à des failles de sécurité, à un manquement technique ou humain, mais potentiellement les conséquences pour l'environnement et la santé publique peuvent être absolument dramatiques. C'est quelque chose qui a conduit certains pays, comme l'Allemagne par exemple, à décider de sortir du nucléaire, et le débat reste encore ouvert aujourd'hui entre ceux qui mettent en avant non seulement les avantages économiques, mais aussi environnementaux du nucléaire. C'est une source d'énergie qui n'émet pas de dioxyde de carbone ou d'autres gaz. Certes, elle crée des déchets radioactifs, mais elle ne participe pas à l'effet de serre, et dans certains pays, comme la France, elle est aussi un garant de l'indépendance énergétique. D'un autre côté, les opposants au nucléaire mettent en avant les risques évidemment associés à l'exploitation des réacteurs et à l'accumulation de quantités sans cesse croissantes de déchets nucléaires, et également posent la question morale de savoir si fabriquer des déchets qui vont rester radioactifs pendant parfois des milliers d'années est quelque chose que nous avons le droit de faire pour les générations qui suivront et qui devront continuer à gérer cet héritage. On a, un peu comme toujours, seulement survolé la question, mais j'espère que cette vidéo, qui s'avère nettement plus longue que prévu, vous a intéressé, vous a appris quelque chose, vous a permis de passer un moment agréable, et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.